de retard le temps que... Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent. C'est vrai qu'il y avait des ateliers peut-être un peu plus tournés vers la tech, sur l'IA et autres, mais je pense réellement que vous êtes au bon endroit, qu'on est sur un sujet essentiel. Et quand on parle de transition écologique, c'est vrai qu'on dit souvent... Alors, il y a un document d'ailleurs qui est un peu dans ce style-là, mais peu importe. Je vais vous en parler du document que vous avez vu sur votre chaise. On dit souvent il faut sauver la planète, etc. Enfin, le sujet n'est absolument pas de sauver la planète. Quand on parle de questions écologiques, quand on parle de dérèglement climatique, on parle in fine de notre santé. Et ça, enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, mais je suis toujours très étonné que cette évidence-là, on l'oublie. Et quand on parle de dérèglement climatique, on imagine des catastrophes naturelles qui vont avoir des dommages sur les biens, sur les flux économiques, sur l'activité, sur le tourisme, sur tout ce que vous voulez. Et l'incidence avec la santé, alors peut-être que dans les pays du Sud, on l'aperçoit plus, mais nous, en France, on a plutôt tendance à l'oublier. Or, elle se fait déjà sentir, elle est déjà présente, et c'est un enjeu majeur pour demain. Donc on a voulu justement, nous, ce qu'on essaye de faire chez Harmonie Mutuelle, donc moi je me présente, Lionel Fournier, directeur santé et écologie d'Harmonie Mutuelle, sachant qu'Harmonie Mutuelle, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, est entreprise à mission, avec une mission qui est d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques, afin d'améliorer tant la santé des personnes que celle de la société, par la mobilisation de la force des collectifs. Autrement dit, on veut, au-delà de notre métier, d'accompagner les conséquences des problèmes de santé, donner l'accès aux soins par nos remboursements, on veut aussi agir de manière en anticipation sur la manière dont nos conditions de vie, sociales, environnementales et économiques, peuvent peut-être évoluer pour amener une meilleure santé. Donc ça, c'est la raison d'être d'Harmonie Mutuelle. Et à l'occasion de cette raison d'être a été créée en particulier la direction santé écologie dont je m'occupe et qui a cette vocation d'amener Harmonie Mutuelle à agir dans ce sens-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on pense que la question de la transition écologique, qui est absolument nécessaire, on en reparlera tout à l'heure, peut être facilitée dans son appréhension, dans sa conduite et dans le maintien des efforts si on intègre la question de la santé. D'abord parce que c'est un enjeu majeur et que c'est probablement un élément pour donner de la mobilisation et de l'envie d'agir. Et on pense que les entreprises peuvent aussi, quel que soit leur métier, intégrer cette dimension santé. Donc c'est pour ça qu'on a articulé les 2 ateliers qui sont complètement complémentaires. Donc quand je dis complémentaires, ça veut dire que si vous êtes là, ça serait bien d'être là, d'avoir la suite et d'être là au 2e atelier, au 2nd atelier. Mais un premier atelier dans lequel on pose le sujet, on pose le constat sur la question de la santé et du climat et des défis écologiques qui s'imposent à nous. Et puis la 2e, on verra comment les entreprises, à partir de ce constat-là, peuvent agir en intégrant cette dimension. Une approche peut-être un peu différente et un pas de côté qu'on peut faire par rapport à la manière dont c'est abordé classiquement. Donc pour m'accompagner, je suis très heureux d'avoir avec moi 2 grands experts et scientifiques. Si, quand même. Alors Virginie Resson qui fait non, mais si en fait. Virginie Resson est donc historienne, géopolitologue et prospectiviste. Et je dis quand même qu'elle a quand même coproduit pendant des années une émission formidable que moi j'ai suivie pendant très longtemps, qui s'appelait Le Dessous des cartes. Voilà. Avec Jean-Christophe Victor. Voilà. Et elle est aussi présidente du GIEC Pays de la Loire, parce qu'elle a une grande qualité, elle est nantaise, voilà, je dis ça comme ça, cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et puis, la particularité de Virginie, c'est d'essayer de faire un lien entre le monde des entreprises, celui des scientifiques, celui des collectivités et de la société civile. Donc elle ne pouvait pas être ailleurs cet après-midi qu'ici. On a également Yves Charpak. Bonjour Yves. Donc Yves est médecin santé publique. Il a été chercheur en épidémiologie clinique, évaluateur du système de santé et des politiques de santé, y compris la santé globale. Et actuellement, il est élu local et membre de l'association Élus Santé publique et territoire. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc avec une carrière internationale qui pourra peut-être donner quelques précisions tout à l'heure. Donc on est ici pour les 40 prochaines minutes. Et donc l'idée, c'est vraiment pour parler de climat, biodiversité, parce qu'on parle tout Tech for Climate, on pourrait aussi Tech for Biodiversity, on pourrait aussi en parler parce que c'est un enjeu aussi important et qui est complètement lié, et puis la santé.
Voilà, évidemment. Donc, quel constat aujourd'hui? Quel constat prospectif, parce qu'il faut quand même que tes talents de prospectiviste, tu puisses les mettre à profit. Et puis, quels sont donc les liens entre environnement et santé aujourd'hui donc, et demain. Et puis, on gardera du temps en fin de séance pour prendre vos questions, mais aussi vos interventions et puis peut-être vos points de vue sur tout ce sujet-là. Donc on va déjà poser le contexte avec Virginie. Alors où est-ce qu'on en est du changement climatique? On a eu des éléments ce matin, mais je pense que toi tu vas donner peut-être une dimension un petit peu plus d'avenir. Hein. Et puis aujourd'hui, si on prend donc les études du GIEC, la planète se dirige vers un réchauffement avec une température mondiale qui va augmenter d'environ 3 degrés à la fin du siècle. Donc concrètement, comment ça se traduit et comment ça va se traduire? Alors, deux choses. La première, c'est que, d'abord, bonjour, ça c'est la première en fait. La seconde, c'est bien se rappeler que l'histoire n'est pas écrite, c'est-à-dire que oui, l'histoire climatique, en gros, elle est écrite pour les toutes prochaines décennies, mais on a encore une marge de manœuvre et l'objectif des 1,5 degré, de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, il paraît évidemment de plus en plus improbable. Il n'est pas complètement inaccessible, mais il devient un petit peu théorique au vu de l'engagement des politiques publiques sur les questions climatiques. En revanche, l'ambition de contenir le réchauffement à 2 degrés, il est encore atteignable, mais on est pour l'instant effectivement sur une progression d'une élévation moyenne de la température d'ici 2100, si on tient compte des politiques réellement engagées et non pas des engagements pris dans le cadre des accords internationaux mais qui ne sont pas mis en œuvre. Si on prend en compte aujourd'hui les politiques mises en œuvre, on est sur un réchauffement global à plus 3,2, et ça c'est une moyenne, sachant que à l'échelle des continents, le réchauffement est plus important qu'à l'échelle des océans. C'est à peu près les 4 degrés dont parle Christophe Béchet. Oui, et encore, on peut penser que le plus 4 degrés est une vision très prudente, en fait. On peut conservatrice, voilà. Alors cela dit, ça varie d'une région à l'autre et les impacts varient d'un continent à l'autre, d'un espace à l'autre. Alors on est dans une région, la France se situe dans une région, enfin l'Europe est une région qui va être affectée, contrairement à la représentation qu'on a pu en avoir longtemps, fortement affectée par les changements climatiques. Et dans nos régions, ça va se manifester de 5 façons directes. Enfin, il y a 5 types d'impacts physiques directs. Le premier, c'est évidemment l'augmentation des températures, du nombre de jours chauds, des vagues de chaleur, et ça veut dire aussi, les vagues de chaleur estivales, c'est des canicules ou des nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température ne redescend pas, ce qui, entre autres changements physiques, entraîne aussi cette élévation des températures, entraîne la fonte des glaciers, l'évapotranspiration des végétaux, et ce qui va en soi aussi modifier, enfin agir sur la biodiversité et faciliter des départs de feu. Ensuite, vous avez une deuxième type de conséquence, c'est le changement du régime des précipitations. Alors pas tant sur le volume total annuel de pluie en France, mais plutôt sur la répartition. C'est-à-dire qu'il y aura plus de pluie en hiver, plutôt une tendance à une augmentation du volume de précipitations dans la saison hivernale et une diminution en saison estivale, enfin, avec l'émergence finalement de 2 saisons. Et avec une autre variation, c'est-à-dire des pluies moins fréquentes mais plus intenses. Et on le voit déjà d'ailleurs, hein, on a régulièrement ces phénomènes de pluie tropicale. Eh bien, c'est quelque chose qui peut s'amplifier. Le troisième conséquence, c'est évidemment, on en parle, on le voit déjà, hein, c'est l'augmentation de la sécheresse, des périodes de sécheresse à la fois plus fréquentes, plus longues, plus sévères. Même chose pour les inondations. Les inondations, parce que des pluies intenses sur des sols secs, par exemple, eh bien, ça provoque des pluies par ruissellement ou des inondations par débordement des cours d'eau. L'urbanisation aussi contribue à l'artificialisation des sols, plus exactement, fait que des pluies intenses se convertissent rapidement en inondations, c'est ça.
Donc le risque de feu de forêt, quatrième conséquence, plus accentuée, et qui va gagner surtout vers le nord du pays, de 40 à 60% en fonction du scénario d'élévation des températures, des gaz à effet de serre. Et puis enfin, dernier type de conséquence, notamment en région ultramarine, c'est une activité cyclonique accrue, plus intense, et chez nous, éventuellement, enfin dans les régions... comme en France métropolitaine, par exemple, des phénomènes de submersion plus fréquents aussi, qui sont également liés à l'élévation du niveau de la mer, ce qui fait que quand on est dans des zones comme la Vendée, par exemple, ou les Landes, eh bien, en cas de forte houle ou de tempête, les submersions sont plus importantes et plus fréquentes. Voilà le type d'impact physique. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas que c'est les impacts sur l'environnement, c'est évidemment leur impact sur nos activités, sur nos modes de vie, sur notre bien-être et sur notre santé. Par exemple, plus de sécheresse, ça veut dire une moindre productivité agricole. Donc, c'est potentiellement une inflation des prix alimentaires. Et on le voit déjà de temps en temps, par exemple, sur les fruits et légumes. On a pu voir ces dernières années des phénomènes d'inflation liés à des phénomènes météorologiques eux-mêmes attribués au changement climatique. Eh bien, une augmentation des prix alimentaires, ça veut dire éventuellement une altération des régimes alimentaires pour les foyers les plus modestes et un risque de malnutrition. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait qu'on a vu réapparaître le scorbut au Royaume-Uni, par exemple, qui est justement lié en particulier à la pauvreté conjuguée à l'inflation des prix alimentaires. Autre impact, avec l'évolution des températures, eh bien, vous avez certaines espèces qui migrent pour trouver des territoires où auxquels leurs organismes sont mieux adaptés pour leur survie. Et ça veut dire aussi que quand ils bougent avec les virus, les bactéries dont ils sont porteurs. Et donc, ça veut dire que certains vecteurs vont s'implanter dans des régions où ils étaient absents jusqu'à présent. C'est par exemple le cas de l'anophèle, qui est le moustique qui est porteur du paludisme, ou du moustique tique qui est porteur de la dengue ou de la chikungunya. Et donc, on voit bien là aussi un impact en termes d'épidémie, enfin de santé publique. Et puis, vous avez d'autres espèces qui, au contraire, elles ne pourront pas migrer et qui n'auront pas la possibilité de changer de lieu de vie, ni de la capacité d'adapter leur organisme au rythme du changement climatique. Il faut bien réaliser que la dernière période d'adaptation climatique, elle s'étend sur 10 000 ans, plus de 10 000 ans. Or, aujourd'hui, il faudrait qu'on entre dans un processus d'adaptation sur quelques décennies, du même ordre, de la même amplitude que depuis 10 000 ans. C'est absolument considérable, c'est ça l'enjeu, et ça permet aussi d'expliquer, en tout cas partiellement, cette 6e extinction massive des espèces, parce qu'on a un problème d'adaptation et de rythme d'adaptation. Le corps humain, d'ailleurs, lui-même, n'étant pas capable de s'adapter à ce rythme, comme le montre, mais on y reviendra, les pics de surmortalité auxquels on assiste, par exemple, en période de canicule. Oui, alors justement, on a commencé à l'aborder, mais alors sur la santé, quels sont les effets directs de ce dérèglement climatique ? Alors, il y en a beaucoup. Il faut savoir, et je parle sous le contrôle de Yves Sherpak, évidemment, que les connaissances continuent de progresser sur ces sujets-là. Mais il y en a déjà un certain nombre qui sont vérifiables en termes statistiques sur le plan épidémiologique. Le premier impact sur la santé, c'est évidemment la multiplication ce qu'on appelle le stress, l'hyperthermie, des conséquences de l'hyperthermie, du stress thermique, mais aussi des maladies cardiovasculaires et respiratoires qui sont liées, associées à l'augmentation des températures, et qui donc peuvent entraîner des pics de mortalité en période de canicule. On l'a vu en 2004 et en 2022 en France, par exemple. La hausse des températures, ça favorise aussi la prolifération de certaines espèces microbiennes. On connaît aussi les végétales ou animales, d'ailleurs, on connaît les cyanobactéries qui peuvent être à l'origine d'allergies, d'intoxications, de maladies infectieuses. Il y a aussi la dégradation de la qualité des eaux de surface qui va provoquer, quand la température s'élève, qui peut provoquer des infections à l'origine de maladies de l'appareil digestif, de la sphère ORL ou des yeux. La modification du rayonnement des ultraviolets qui va accentuer la prévalence de cancer de la peau.
Il y a aussi, on revient sur les migrations animales, le fait qu'on va avoir une augmentation donc, des phénomènes de migration animale, d'espèces sauvages en particulier, qui vont croiser plus souvent des espèces domestiques en bougeant. Et donc on va avoir des rencontres inédites entre ces espèces et les bactéries, les virus dont elles sont porteuses, ce qui favorise le développement de nouvelles zoonoses. Avec la fonte du pergélisol, c'est-à-dire ou des glaciers aussi, on a la résurgence de certaines carcasses, mais aussi des virus et des bactéries qui étaient simplement endormis par le froid. Et donc là, il y a eu déjà des cas dans les espèces animales, mais d'épidémies d'anthrax chez des rennes. Et on a découvert que les souches de la bactérie en question est remontée au XVIIIe siècle, si je me souviens bien, c'est certain. Bon. Et puis, bien sûr, autre catégorie de pathologie, c'est toutes les conséquences sur la santé mentale, qu'il s'agisse d'ailleurs de troubles neurologiques, des troubles de la vigilance, de l'augmentation des taux de suicide qu'on a pu constater déjà aussi au cours des canicules, ou de la progression de l'éco-anxiété. Donc on voit bien qu'il y a un énorme impact, une grande diversité des impacts sanitaires du changement climatique, et que ça affecte donc aussi les budgets de santé, les politiques de santé, donc c'est considérable. Alors justement, puisqu'il y a différents aspects, et qu'on sait qu'aujourd'hui les problèmes sont systémiques, si on veut peut-être un peu plus, essayer de voir comment on peut agir, il faut peut-être d'abord regarder la santé en sa globalité. On a vu les conséquences des règlements climatiques, mais finalement, Yves, d'où vient notre santé? De quoi est-elle faite, si on veut regarder le sujet de manière plus globale? Merci Lionel pour cette invitation, et merci pour cette présentation de l'impact du dérèglement climatique et sur la santé. Juste deux mots. Moi, je suis ni expert, ni chercheur, ni 100% expert, ni 100% décideur, ni 100% politique. J'ai eu un parcours multicasquette qui fait que je suis passé de la recherche scientifique très, très sérieusement à celle d'un consultant apportant de la connaissance à des décideurs, puis dans des comités de direction de l'OMS, de l'Institut Pasteur, de l'Établissement français du sang, de gérer de l'interface entre la connaissance scientifique et qu'est-ce qu'on en fait, qu'en font les décideurs qui ont cette connaissance scientifique. Donc aujourd'hui, je suis aussi président de la Fondation Charpak, l'Esprit des Sciences, 22 fondateurs, créés il y a 3 ans en plein Covid, dont l'idée est de travailler à apporter des outils de la connaissance scientifique existante. Pas faire de la recherche, c'est apporter ce qu'on sait déjà dans les lieux de décision et de gouvernance. Et j'aimerais vous raconter en fait quelques anecdotes pour montrer comment les choses... Une première anecdote pour moi, c'est l'interface entre science et décideurs sur un sujet qui est environnement et santé. Alors là, je parle comme élu local dans un petit village qui est en ébullition autour d'un projet de méthanisation, avec une association qui s'y oppose activement, qui regroupe un tiers des citoyens et qui évoque essentiellement des risques santé majeurs. On ne sait pas très bien lesquels, mais il y a un risque pour la santé. Le projet lui-même, il est porté par des exploitants agricoles locaux qui sont soutenus dans le cadre des politiques d'énergie renouvelable par tous les opérateurs et institutions possibles et imaginables. Mais par ailleurs, ils sont aussi utilisateurs de pesticides et il y a des sources de polémiques très très fortes localement. Et quand j'ai voulu, il y a 3 ans, en plein Covid, il est vrai, expliquer dans le bulletin municipal l'objet de notre fondation, il m'a été dit, parler de la science, c'est un peu trop polémique dans le contexte actuel. Donc on ne parle pas de la science, c'est trop polémique, c'est une opinion qui pose problème. Alors, par contre, il y a quelques semaines, après avoir évoqué un groupe de travail de l'ARS auquel je participe pour la mise en œuvre du plan national santé-environnement 4e, au niveau régional, le conseil municipal m'a demandé de leur présenter un topo sur la santé et l'environnement. Donc les choses avancent, elles progressent, mais c'est assez lent. Et c'est vrai que la science, ça donne un peu le vertige. Il y a probablement entre 5 et 7 millions d'articles scientifiques
publiés chaque année dans le monde. Alors, sur chaque thématique, vous pouvez avoir des dizaines, des centaines de milliers d'articles qui constituent le stock de la connaissance disponible. Cette connaissance, évidemment, il faut bien qu'elle soit digérée quelque part par des gens qui la digèrent. Alors, le GIEC est un bon exemple d'une interface organisée, systématique, entre ce que la science produit et ce que notre civilisation, nos sociétés, ces décideurs, devraient en tirer comme conséquence pour prévenir, anticiper, se préparer au changement climatique. Mais ça existe aussi, il y a plein d'autres agences, institutions, etc. Je vais vous raconter une autre anecdote qui nous entraîne vers une autre histoire vécue à l'OMS, qui a provoqué un vrai choc entre la connaissance scientifique sur la santé et les décideurs. Alors, je ne sais plus où est le... Merci. Ce choc, c'est la présentation des facteurs de risque pour la santé par l'OMS en 2002. L'OMS, c'est une agence qui collecte de la connaissance, qui fait à grande échelle de la synthèse de connaissances sur la santé au sens large. Ce n'est pas la partie qu'on connaît le plus. On connaît plus les aspects politiques, les États membres qui viennent discuter, etc. Mais c'est un producteur de connaissances, de synthèse de la connaissance. Et ce qui s'est appelé l'épidémie de maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies non transmissibles de nos sociétés, est apparu sur le devant de la scène. Et le rapport de l'OMS en 2002, il était un vrai changement, parce que l'OMS jusqu'à maintenant faisait la liste des maladies dans l'ordre d'importance, et tout le monde se contentait de ce rapport annuel. Et ils ont décidé de présenter non plus les maladies par ordre d'importance, mais les facteurs de risque et leur impact sur la santé. Et alors tout d'un coup, les champions des risques sont apparus en première ligne. Ça a été un électrochoc, évidemment, en premier pour les producteurs de risques. Le tabac, l'alcool, l'hypertension qui est liée au sel dans l'alimentation en partie, l'hypercholestérolémie, les surcharges pondérales, donc des choses qui sont liées à nos alimentations, l'apport insuffisant en fruits et légumes, la sédentarité, j'insiste là-dessus, j'y reviendrai, la sédentarité comme facteur de risque important. Et cet électrochoc, il a entraîné des conséquences que vous n'imaginez pas dans le monde de la société civile qui ne se préoccupait pas tellement de la santé. Alors bien sûr, l'industrie du tabac en premier lieu, qui est montée au créneau avec, on pourrait parler pendant des heures de l'impact que ça a eu. L'OMS a essayé de faire une loi internationale qui s'appelle la Convention 4 contre le tabac. Et ça a été la directrice générale, y a probablement perdu son poste après. L'alcool, qui est un sujet toujours politiquement tabou chez nous. Notre vin n'est pas un risque. Et tout ça pour dire que ces facteurs-là, alors ça paraît vieillot, hein, on dit ouais, tabac, alcool, mais ça reste vrai. C'est-à-dire que nos sociétés ont eu l'information scientifique qui venait d'enquêtes de très grosses cohortes épidémiologiques, d'études. La connaissance, elle est toujours valide. Ça ne change pas beaucoup. On diminue un peu, on augmente là, enfin il y a des choses qui changent, mais ça reste les facteurs de risque majeurs pour la santé de nos populations, sans que ça ne nous fasse tellement d'effets en réalité. Alors la connaissance, elle a évidemment beaucoup progressé sur ses déterminants, sur d'autres, il y a des millions d'articles publiés, mais au niveau national, il y a plein d'organismes, l'INSERM, le CNRS, l'INRAE, d'autres programmes spécifiques qui travaillent là-dessus, liés à tous aux comportements individuels, aux expositions collectives dans nos environnements de vie, des facteurs socio-économiques. Et il ne faut pas avoir peur. J'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur d'aller vérifier ce qu'on a déjà en magasin. Ce n'est pas forcément très sexy, ce n'est pas très innovant, mais on peut avancer en s'intéressant à ce qu'on sait déjà. Alors, les questions climatiques qui viennent d'être évoquées, mais elles se surajoutent à tout ça. Ça donne une perception de complexité croissante, mais il faut apprendre à gérer cette complexité quand on veut avancer sur la santé
Et nos sociétés n'ont pas su s'accaparer sérieusement cette production de connaissance des risques. Et là, j'introduis la notion de risque vraiment pour en faire des projets de société raisonnables et pour organiser le partage avec tous les acteurs concernés. En particulier, on évoque souvent l'absence de littératie scientifique des décideurs, mais elle va de pair avec une faible culture scientifique en général. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le mot science est quasi absent de nos ministères successifs de la culture. Et j'aimerais parler d'un changement de culture pour intégrer quelque chose qui est de penser à des outils qui ont déjà été utilisés de réduction des risques. On est dans une culture où dès qu'on parle d'un risque, on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour le supprimer? Et en réalité, nos sociétés ne peuvent fonctionner et continuer à fonctionner qu'en se posant la question de la réduction des risques. Ça a été extrêmement opérationnel au moment du VIH, du sida. C'est le concept qui a permis de faire des actions efficaces, le plus efficace possible, en ne pensant pas à suppression du risque, mais réduction des risques. Je m'arrêterai là pour cette partie, mais je reviendrai sur la... Ok. Ce qu'on retient, donc, il y a aujourd'hui des connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir une vision de la santé. Puis après, derrière, ce que j'ai retenu, deuxième notion, l'idée quand même de travailler... il faut que cette base scientifique soit partagée, connue, et qu'ensuite, on travaille avec les acteurs concernés. Merci beaucoup. Justement, à propos des acteurs concernés, la question du dérèglement climatique, revenons-y, sur la santé au travail, les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure en matière de risque peuvent s'appliquer à la santé au travail, le dérèglement climatique aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Là, c'est un autre exemple de connaissances scientifiques qui existent, qui progressent. Il y a des rapports de l'OMS, il y a des rapports de l'ANSES, etc., sur les questions du risque de santé au travail liées au réchauffement climatique. Et pour autant, on voit bien qu'il y a une difficulté d'appropriation. Et il y a un très bon exemple, c'est l'histoire des températures. C'est qu'on a vu que dans le droit du travail, eh bien, rien n'est prévu aujourd'hui sur la température à partir de laquelle on considère qu'on ne peut plus travailler. Donc on voit bien que c'est pas encore intégré, que la connaissance n'est pas encore intégrée dans les milieux du travail. Je vais aller très rapidement, mais sur les types de risques liés, au climat, santé, travail, évidemment il y a tout ce qui est lié à la chaleur, aux vagues de chaleur, et on pense en particulier aux personnes qui travaillent à l'extérieur, et ça va demander évidemment des adaptations pour les gens qui travaillent sur les chantiers, le bâtiment, l'agriculture. La deuxième catégorie de risque, elle est liée aux polluants, parce qu'il faut savoir leur volatilité, les substances chimiques, la volatilité des substances chimiques augmente avec la chaleur, et donc les personnes qui y sont exposées, y compris par exemple les agriculteurs, sont surexposés en période de chaleur à ces polluants. La troisième catégorie, c'est tous les risques dits psychosociaux, puisque quand il y a une température élevée, d'abord humidité et température, on se rend compte que ça a un effet sur la vigilance, une baisse de vigilance. Et a fortiori, avec les nuits tropicales, on se repose moins bien, le corps, l'organisme récupère moins bien. Et donc là, on a aussi une augmentation des risques d'accidents du travail. Et puis des tensions, on ne pense pas forcément à ça, mais des tensions qui sont augmentées par l'inconfort de la chaleur et qui peuvent se répercuter, qui contribuent à dégrader la santé mentale. Donc oui, le réchauffement climatique, c'est aussi un enjeu de santé au travail, de conditions de travail. Et curieusement pourtant, quand on parle politique RSE, on ne pense pas du tout santé, on pense environnement, on pense social, on ne pense pas santé, alors que ça devrait être complètement intégré dans les politiques RSE. De la même façon, les équipements de travail, eh bien, pour l'instant, quand vous regardez les catalogues, vous avez encore peu de choses qui font référence aux évolutions climatiques, aux températures, alors qu'on voit bien que c'est quelque chose ça va être une vraie problématique, parce que si vous devez travailler en période de chaleur avec des équipements très lourds et très épais, c'est un vrai problème. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a encore un décalage entre connaissance et intégration de ces connaissances dans la décision et dans l'action. Ouais. Et pour autant, même si agir sur ces sujets-là n'est pas toujours simple, mais il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses, on l'a vu dans certains secteurs, il y a de l'adaptation, d'équipements, de bâtiments, etc. Même si tout est... Voilà, on peut faire des choses, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la prise de conscience n'est peut-être pas suffisamment là. Alors justement, faire changer les choses, comment agir de manière générale. Je
Je crois que vous vouliez nous dire quelques mots, Yves. Alors, il faut qu'on soit court, parce que le temps, si on veut laisser un peu de temps de parole. Juste un petit mot, justement. Ouais. Bon, j'ai parlé de réduction des risques. Oui, le micro. J'ai parlé de réduction des risques comme concept clé. Un exemple sur la sédentarité. Donc c'est un facteur de risque connu depuis un certain temps et scientifiquement, c'est vraiment la base de la connaissance, on sait que la sédentarité est un facteur de risque pour la santé. Pas l'absence de sport. L'opposé de la sédentarité, c'est pas le sport, c'est même pas l'activité physique. Donc je suis un peu provocateur en disant ça parce qu'on est dans le sport santé. Voilà, si on ne fait pas de sport, on est en train de perdre sa santé immédiatement. Mais on ne trouvera pas beaucoup de science derrière ces affirmations. Ce n'est pas facile à trouver. Pourtant, le sport est une activité physique. Mais parmi d'autres, dont certaines font l'objet de résultats épidémiologiques plutôt prometteurs. Par exemple, la marche, monter des escaliers, ne pas rester assis trop longtemps. Et là, j'en viens à ces expressions de l'activité physique, les actions qui s'ouvrent à des décideurs, à des institutions, y compris les entreprises, rendre accessibles et visibles les escaliers. J'ai parlé de ça de temps en temps dans les entreprises où j'étais, c'est pas facile. Hein. L'escalier, il est caché, il est sombre, il n'est pas... voilà. Et on préfère monter les escaliers du Sénat avec des petits bancs, et c'est quand même plus agréable. Donc il y a des choses à faire. L'escalier peut devenir un objet d'activité physique. Et la sédentarité, c'est aussi l'occasion de reparler de sujets qui s'interfacent avec les questions climatiques au niveau local, au niveau des institutions. C'est la mobilité des salariés, des citoyens. Je rappelle, je dis simplement, au Danemark, où j'ai vécu, dans les entreprises, il y a des douches pour les gens qui viennent en vélo. Ça paraît bête, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait ça partout. Il y a les heures de cours à l'école. Il y a des pays où les enfants font du sport l'après-midi, par exemple. Ils ont des activités physiques l'après-midi. Chez nous, ce n'est pas possible, il y a trop d'heures de cours. Et puis, mon exemple, j'ai envie de dire travailler ensemble avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on a la connaissance scientifique, et la suite, c'est comment est-ce qu'on utilise cette connaissance. La sédentarité, c'est un bon exemple. Comment est-ce qu'on utilise ça pour travailler avec les élus locaux, avec les départements, avec ceux qui construisent les routes, avec ceux qui sont en charge de l'urbanisme, pour qu'on ait en tête qu'il y a un vrai support scientifique à l'action, mais ensuite, les actions qu'on peut faire, il faut les trouver au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut vraiment négocier, parce qu'on n'impose pas comme ça le changement. Alors c'est lent malheureusement, mais c'est très difficile à imposer. Je crois que c'est vrai aussi pour les entreprises d'une certaine façon, façon multidisciplinaire. Alors j'avais mis tiers-lieu, living lab, débat public. Il y a même des associations de salariés dans les entreprises dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, une association qui s'appelle les collectifs de gens, voilà, etc. Donc je crois qu'il y a du travail à faire. En partant de la connaissance scientifique, c'est pas la peine d'inventer d'autres choses. Et puis écoute Yves, ça convient très bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure de la raison d'être d'Harmonie Mutuelle. Juste 2 mots sur nous, la manière dont on voit le sujet chez Harmonie Mutuelle. On a simplement un constat. Aujourd'hui, on a probablement un état de santé, et je pense que le Covid l'a quand même mis un peu en valeur, qui en France n'est pas forcément très très bon. Hein. On l'évoquait ce matin, on est un des pays au monde qui dépense le plus en matière de curatifs, hein, avec un système de santé, il faut le dire, aujourd'hui au prix de tensions extrêmes, en particulier sur le personnel soignant, qui aujourd'hui arrive à être très efficace pour soigner les maladies. Oui, je suis un peu en dépassement, mais c'est bon, on est encore dans le temps. Les maladies soignables. Par contre, on est plutôt moyen pour éviter les maladies évitables. Et là, le constat qu'on fait, c'est qu'on a une progression des maladies chroniques en France. En 2020, 31% des Français ayant des maladies chroniques, 2021, 34%. Alors c'est dû pour une part au fait qu'on arrive à soigner de plus en plus, à du mieux dépister, à soigner les maladies chroniques et est-ce que les gens vivent avec les maladies chroniques de plus en plus vieux, longtemps? Oui, mais pas que. On se rend compte par exemple un développement des maladies chroniques
chez les jeunes, enfin chez les plus jeunes. Par exemple, je prends voilà, jusqu'à présent, est devenue la première cause des arrêts cardiaques chez les. Oui, c'est devenu. Attends, je suis en train de me perdre là. Oui, c'est l'infarctus du myocarde. C'est pas les causes accidentelles et autres. C'est devenu chez les moins de 30 ans. Voilà. La première cause d'arrêt cardiaque. Tous les moins de 30 ans, évidemment, ne font pas des arrêts cardiaques. Mais ceux qui le font, la première cause, c'est l'infarctus du myocarde. Et là, c'est clairement lié aux questions d'alimentation et de sédentarité. Donc on voit bien que nos modes de vie aujourd'hui sont probablement ce qui est en train de dégrader pour une part notre santé. Or, on sait bien que la transition écologique, elle est complètement liée à nos modes de vie. Et donc, elle va nous amener à changer nos modes de vie. Et nous, on se dit que si on peut faire évoluer nos modes de vie pour aller à la fois adopter des modes de vie moins impactants, meilleurs en matière d'écologie, on peut peut-être aussi aller chercher des modes de vie qui soient meilleurs pour la santé humaine. Je reprends les exemples de sédentarité. On peut avoir des mobilités moins carbonées. Alors, il y a des mobilités complètement moins carbonées, par exemple le véhicule électrique, vous ne changerez rien à la sédentarité. Par contre, si vous allez sur du vélo, alors le vélo, ok, alors il y a une foultitude d'études scientifiques qui prouvent que le vélo, c'est un impact très fort sur la santé. Il y a encore une étude qui est sortie qui nous dit 1 km de vélo, c'est 1 euro de dépenses sociales et sanitaires d'économiser, à partir du moment où vous en faites régulièrement. Voilà. On le sait. On sait que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer partout, mais il y a des alternatives. Par exemple, en campagne, moi, à 7h30 le matin, sur une route de campagne l'hiver avec un vélo, je ne suis pas joueur, je ne fais pas. Par contre, on commence à avoir et l'ADEME en particulier est en train de développer ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Donc là, c'est véhicules 4 roues électriques avec pédalage assistance électrique. Vous atteignez 50 km/h, c'est bien éclairé, etc. Donc là, on commence à avoir des alternatives. Voilà, pour vous donner que cet exemple-là. Alimentation, c'est pareil. On sait qu'une alimentation moins carbonée est souvent meilleure pour la santé, parce que moins carnée en particulier. Donc nous, l'idée, c'est de se dire que, voilà, essayer d'accompagner les gens, et on expliquera plus dans la deuxième conférence comment, accompagner nos adhérents, accompagner nos entreprises clientes sur comment on adopte ces modes de vie, parce que ça ne s'impose pas, et donc ça s'adopte. Voilà. Est-ce que tu voudrais faire un ajout ? Oui, enfin, un double ajout, parce que là, on vient d'insister beaucoup sur le facteur individuel, finalement. Le mode de vie, très souvent, non, mais tel qu'on le pense, le mode de vie, on le rapproche facilement à des choix individuels. Et justement, je vais y venir. Je voulais juste rappeler que quand on interroge les personnes sur leurs préoccupations, leurs priorités dans les sondages, c'est très intéressant de voir que la santé ressort très souvent dans les 3 principales préoccupations, souvent même les 2 premières, en général, juste après le pouvoir d'achat, mais avant les questions de sécurité. Et on l'oublie, on ne parle pas tant de santé que ça, par exemple, dans les débats politiques, et pourtant, ça ressort comme une préoccupation première des Français. Parallèlement, comme on vient de le dire, si on revient sur les questions climatiques, dans les premiers impacts du changement climatique perceptibles à l'échelle individuelle, il y a la santé, justement. Ce qui veut dire que la crise écologique, elle se mesure sur les personnes par l'intermédiaire de la santé. Et ça veut dire aussi que ça va se répercuter sur les dépenses publiques de santé et les dépenses des foyers en termes de santé. Et bien, curieusement, quand on réfléchit, on s'aperçoit que les campagnes publiques de sensibilisation, elles ne font pas le lien, par exemple, entre climat et santé. Elles vont parler du climat, elles vont parler de la santé, notamment sur les questions de comportement, sur le tabagisme, l'alcool, faire du sport, bien manger, etc. Mais le lien entre santé et climat, on ne le trouve pas dans les campagnes. Et donc ça occulte finalement, ça revient à occulter le fait que dans nos pays, la maladie, elle est souvent une externalité de l'organisation de nos sociétés, de nos systèmes économiques, du fonctionnement économique de nos sociétés, autant que le résultat de choix individuels. Le climat qui va agir sur la santé, ça ne résulte pas seulement ça ne procède pas que de choix individuels. Tout ça pour dire que, d'une part, un pays, ça fait réfléchir à la notion d'indicateur. Un pays dont un indicateur de santé est bon, en réalité, ça veut dire aussi un pays dont l'organisation sociale et le développement économique sont harmonieux et efficaces.
Et donc, il faudrait qu'on arrive à intégrer davantage la santé dans les indicateurs j'allais dire, socio-économiques et en tout cas de développement. Ça, c'est la première chose. Et ce qui permettrait de faire probablement évoluer un certain nombre par exemple, si le vélo est démontré comme bon pour la santé, eh bien, on va davantage aménager les pistes cyclables, on va aménager des lieux sécurisés pour les vélos, etc., etc. Donc ça procède aussi, le choix de prendre son vélo le matin, ça procède aussi des politiques publiques d'aménagement, par exemple. Et la deuxième chose à laquelle je voulais en venir, c'est aussi que les coûts d'atténuation et d'adaptation climatique, sur lesquels on est en train de grignoter en ce moment, eh bien, en réalité, ils devraient être diminués des coûts de santé évités. Parce qu'à partir du moment où on voit que lutter contre le changement climatique, c'est aussi faire des économies, c'est économiser des coûts de santé supplémentaires, eh bien, ça devrait défalquer finalement de la facture totale, quoi. Donc tout ça pour dire que la santé, c'est vraiment un indicateur extrêmement fort de nos sociétés et que le relier au climat, ça renforcerait encore l'efficacité et de la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la santé. Voilà, pour finir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Yves et merci à Virginie. Je pense que voilà, on a vu, enfin voilà, on a essayé de vous montrer qu'il y avait un lien très fort entre dérèglement climatique, atteinte de la biodiversité et santé. Que ce lien-là, on pouvait le voir de façon, enfin voilà, il peut cumuler les problèmes, mais il peut être aussi, de notre point de vue, un vrai levier pour agir. On peut aller chercher et créer ce qu'on appelle les co-bénéfices. Encore faut-il qu'on ne reste pas à l'échelle individuelle, parce qu'on est d'accord, faire évoluer ces modes de vie, etc. Souvent, les modes de vie sont la résultante d'un système dans lequel on est, et de l'offre des entreprises notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite, après une dizaine de minutes de pause, au deuxième atelier, dans lequel là, on va s'intéresser à comment les entreprises aujourd'hui s'emparent du sujet pour agir. On aura Didier Livio, qui est fondateur de beaucoup d'entreprises, dont la dernière en date qui est Foodpilot. Il vous expliquera, mais c'est une formidable entreprise qui est en train justement, si je fais un peu le parallèle par rapport à ce que disait tout à l'heure Virginie, qui est en train de travailler sur nos nouveaux indicateurs, sur les indicateurs d'impact positif, en particulier des producteurs agricoles, mais ça ne va pas s'arrêter là, pour que ça soit pris en compte dans la chaîne de valeur, mais il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Decathlon, on va revenir au sport et à l'activité physique de manière générale, et qui intègre aussi la dimension santé. Et puis Harmonie Mutuelle, on vous dira comment on est en train d'agir pour justement permettre aux gens d'aller vers ces évolutions de vie. Et puis, comme la connaissance est toujours importante, on revient à ça, parce qu'agir de manière pertinente, c'est d'abord connaître. On a fait un ouvrage de vulgarisation et puis tourné vers l'action, qu'on a co-produit et co-rédigé plutôt avec l'ADEME, que vous avez ici, bien entendu, donc, qui s'appelle alors là « Préserver sa santé et sa planète ». Vous le trouverez sur le site de l'ADEME, en téléchargement ou en commande gratuite. Voilà, donc allez-y, il a connu un beau succès. Et je pense que c'est un bon moyen aussi d'aborder le sujet de manière pragmatique et donner là des solutions qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle individuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a, on est un peu dans la pause, mais il y a peut-être des réactions ou des questions? N'hésitez pas. Oui, monsieur. Oui, en fait, moi j'étais assez étonné. Je pensais qu'on avait parlé aussi de la façon dont les entreprises peuvent s'approprier le sujet de la santé. Merci. Oui, ce sera plus simple. Oui, je suis assez étonné parce que je pensais qu'on parlerait aussi de la façon dont les entreprises s'approprient le sujet de la santé, notamment de la santé mentale, parce qu'on sait que c'est quand même un vrai problème. Il y a l'anxiété climatique qui a été évoquée tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de problèmes liés à de la perte de sens, du management. Il y a les bore-out, brown-out, etc., qui pullulent en ce moment et qui causent beaucoup de dégâts finalement chez les collaborateurs, mais aussi dans les entreprises, puisque ça nuit à leur fonctionnement. Et ça, globalement, c'est lié à un mode de fonctionnement des entreprises, lié à un système économique qui tourne à plein rendement. Mais là, il y a quand même un vrai sujet à creuser. Ce n'est pas seulement en mettant des solutions individuelles, il y a aussi des réflexions sur les modes de fonctionnement d'une façon générale. Donc, quelles sont les solutions que vous mettez en place? Là, le sujet que vous abordez est un sujet digne d'intérêt, mais je pense que les 45 minutes auraient pu être consacrées qu'à ça. On est d'accord. Et nous, on parle du dérèglement climatique et santé, dont on parle finalement assez peu, et je pense que ça lui valait bien les 45 minutes. Mais il y a un premier début de réponse. Quand Virginie commence à dire que dans les indicateurs, là elle parle au niveau État probablement, on intègre non plus seulement
on devrait ne plus seulement intégrer que des indicateurs économiques, de croissance économique. Mais par exemple, l'Allemagne, depuis quelques années, quand elle fait la construction budgétaire, elle a un certain nombre d'indicateurs, dont des indicateurs en matière de santé. Et là, à partir du moment où vous créez de la valeur économique, mais en détruisant de la santé, il y a un moment donné, ça ne marche plus. Voilà, donc ça peut être un premier niveau de réponse. On pourrait rajouter RSSE, responsabilité sanitaire, sociale et environnementale. Et puisque c'est lié, en réalité, ça serait une manière de... Finalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Juste un mot. Nous, on a développé un indicateur de responsabilité scientifique des entreprises qui a été testé sur les entreprises du CAC 40 l'année dernière et qui est en train de refaire un tour cette année, en se disant c'est important que la connaissance scientifique aille aussi chez les décideurs dans le monde de l'entreprise. Alors c'est le cas en partie, mais ce n'est pas toujours suffisamment le cas. Merci. D'autres réactions? Oui, madame. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question au sujet, pour rebondir sur la proposition de défalquer des coûts associés à l'atténuation et l'adaptation, les coûts évités pour le système de santé. Est-ce qu'on est capable de l'estimer aujourd'hui, donc que ce soit au niveau public, mais j'ai l'impression que même côté assureur, il y a une prise de conscience des coûts du réchauffement climatique, etc. Mais plutôt sur la partie IARD bien que sur la partie santé. Là-dessus, on est vraiment en retard dans la prise de conscience. Alors, pas d'harmonie mutuelle, mais sur d'autres acteurs. Là, tu es plus calé que moi pour répondre, mais il y a quand même des rapports à l'échelle, des rapports de l'OIT qui ont travaillé, l'Organisation internationale du travail, ils ont travaillé là-dessus et sur le coût santé travail, par exemple. Donc, oui. Et l'OMS aussi. Donc après, on voit régulièrement des estimations. Moi, je connais pas, je suis pas assez experte pour juger de leur efficacité, mais je pense en travaillant avec les assurances, là, il y a suffisamment de données, et a fortiori avec l'intelligence artificielle, puisqu'on est dans Tech for Climate. Je pense que là, on a quand même les moyens de faire des projections qui sont intéressantes. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que Juste un mot pour avoir passé une partie de ma vie à m'occuper de prévention, de santé publique. La prévention, c'est très très difficile à faire passer parce que il y a aussi, nos sociétés sont attachées à ce qu'est la dépense de soins. Et donc, dès qu'on commence à toucher, et on a malheureusement une enveloppe de dépenses qui est déjà très importante et qui est limitée, et c'est très difficile, et on le voit encore aujourd'hui, la part consacrée à la prévention, à des actions de prévention, pas seulement de la prévention médicale individuelle, mais de la prévention au sens large, elle est très très faible en réalité. Par contre, on pense quand même, nous, notre conviction, c'est qu'on arrive au bout du système. Donc, on ne va pas pouvoir continuer à augmenter. Alors, on va augmenter les dépenses santé, de toute façon, il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. C'est aussi, il y a un vieillissement de la population, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, ça va augmenter. Mais on ne peut pas, en plus, pour être très clair, se permettre de continuer à prendre en charge durablement des dépenses de santé qui pourraient être évitées. Ça sera peu possible sur le plan humain, sur le plan environnemental. Je rappelle quand même que le système de santé en France, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, et les impacts en termes chimiques et compagnie, ils sont aussi importants. Donc il va falloir aller vers là. Après, je pense on n'a pas des évaluations sur tout. Après, je pense il y a deux choses. Un, je pense qu'il faut faire des choses aussi sans quelquefois avoir la certitude et sans tout chiffrer. Je veux dire, la gouvernance par les nombres, elle a aussi ses limites. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des choses qu'on peut évaluer. Quand je vous parle sur le vélo, l'utilisation du vélo, il y a maintenant des études qui ont même été reprises par la direction des entreprises, donc le ministère de l'économie, qui disent, pour une personne, c'est 1 euro. Donc, je veux dire, on commence à chiffrer des choses. Après, c'est comment on monte, parce que les gens qui vont prendre les dépenses ne sont pas forcément ceux qui font les investissements. Donc il faut créer les circuits de financement qui fassent qu'à un moment donné, celui qui fait l'investissement, il va peut-être être intéressé au fait qu'effectivement, on amènera, mais c'est à grande échéance, l'évolution des dépenses de santé. Mais en tout cas, nous on milite, et on militera auprès de l'assurance maladie et d'autres, pour que cette dimension-là, elle soit de plus en plus... Et nous, on serait prêts demain à dire, on a une mission rémunérée peut-être par l'assurance maladie en matière de prévention. Et je pense qu'il y a un moment, il faudra qu'on agisse avant d'avoir tous les chiffres. Voilà.
et qu'on soit capable, à un moment donné, d'investir là-dedans, parce qu'aujourd'hui, on l'a trop peu fait. Juste un mot. Quand on regarde les dépenses d'assurance maladie en France, alors ça ne comprend pas toute la prévention, mais quand même, ça donne une idée, c'est 98% pour le curatif, moins de 1% pour le préventif. Donc voilà, on voit qu'on a de quoi faire. On vous remercie, et puis dans 10 minutes, on reprend donc avec Didier. 5 minutes, vous n'avez même pas le temps de partir. C'est juste de respirer. Dans 5 minutes, on reprend.